Bon, Michel, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Michel Mayor, je suis astrophysicien et si je suis ici, c'est parce qu'il y a un peu plus de 20 ans, j'ai découvert la première planète extrasolaire, donc une planète qui tourne autour d'une autre étoile. Je voulais commencer par te demander ce qui t'avait conduit à t'intéresser et à travailler sur les exoplanètes plutôt que sur autre chose, puisque tu t'intéresses à toutes les sciences. Oui, c'est vrai que j'étais un passionné de sciences avant tout, et c'est un petit peu le hasard qui a fait que quand j'ai terminé mon diplôme de physique, eh bien, des laboratoires cherchaient des gens dans différentes directions, et en particulier l'Observatoire de Genève. J'ai été là discuter, j'ai trouvé intéressant, et c'est ce qui a fait que j'ai démarré en astrophysique. Mais si ce jour-là, il y avait eu une annonce pour aller faire de la géophysique ou de l'océanographie, eh bien, je ferais peut-être tout autre chose aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de ce domaine de recherche, puisque avant ta découverte, il y avait eu pas mal de fausses annonces qui avaient un peu discrédité ce domaine de recherche. Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de la recherche des exoplanètes avant ta découverte? Ouais, c'est un domaine passionnant, parce que déjà, les philosophes grecs discutaient, au niveau philosophique, de la pluralité des mondes dans l'univers, voire de la pluralité des mondes habités. Et puis, c'est resté permanent au cours des 2 derniers millénaires, cette interrogation. Est-ce qu'il existe d'autres? Donc, on n'avait aucun moyen de les découvrir, de les détecter. Et c'est assez étonnant de voir qu'au début du XXe siècle, eh bien, les astrophysiciens pensaient qu'il n'y avait pas d'autres systèmes planétaires dans la galaxie, 200 milliards d'étoiles. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient une théorie qui prédisait que c'était extrêmement difficile d'en fabriquer. Et tout d'un coup, les choses changent énormément. En 1943, les gens croient avoir découvert des nouvelles planètes autour d'étoiles très proches de chez nous. Et s'il y en a déjà là 2, il doit y en avoir partout. Et donc tout de suite, la probabilité, l'estimation que l'on fait, c'est qu'il y en a des milliards, des dizaines de milliards dans l'univers, ou dans la galaxie. Et puis, en fait, il se révèle que ces 2 découvertes étaient fausses. Mais les idées sont restées correctes. On pense qu'il y en a tout un tas. Et c'est étonnant parce qu'au début du XXe siècle, il y avait déjà énormément de fiction qui s'intéressait à d'autres mondes. Il y avait un décalage entre les professionnels et le grand public. Et puis après, à partir des 50, je crois qu'on avait beaucoup d'arguments pour penser qu'il y en avait autant qu'on en voulait, mais on n'avait toujours pas les moyens de les découvrir. Et des gens commençaient à dire comment est-ce qu'on pourrait faire, etc. Et dans les années 80, des gens disent probablement une des bonnes manières de faire, c'est d'étudier la vitesse des étoiles, les variations de la vitesse des étoiles. L'idée est extrêmement simple. La planète est tellement faible, on ne la voit pas. Mais par contre, son influence gravitationnelle autour de l'étoile, c'est que l'étoile va faire un tout petit cercle autour du centre de gravité. La planète en fait un grand, l'étoile un tout petit. Pourquoi un petit? Parce qu'elle est lourde. Elle est très lourde comparée à la planète. Et donc, si on mesure la vitesse de l'étoile avec un instrument adéquat, eh bien, on verra peut-être varier la vitesse comme ça. Et on dit, si elle varie de vitesse, il y a une raison pour ceci. Et on dit, eh bien, on calcule la masse, un peu de mathématiques, et on trouve la masse de la planète. Voilà, ça c'était l'idée. Et dans les années 80, plusieurs groupes de scientifiques de différents endroits du monde développent des nouveaux instruments. Et il y en a, je dirais, 3 groupes en tout cas, mais 2 personnes, hein, c'est rien. Hein, il y a 3 groupes continuellement exploitent ces instruments. Un groupe canadien, un groupe de Californie et nous à Genève. Et voilà, la course la recherche des planètes par cette technique commence, et après, eh bien, c'est une autre histoire. Est-ce que tu peux nous raconter le moment de la découverte et ce que tu as ressenti quand tu as su avec certitude que tu avais trouvé quelque chose? Ce n'est pas une découverte qui fait qu'un jour on dit « Ah ah, on a découvert une planète ». Pourquoi? Parce qu'on mesure avec notre instrument la vitesse de l'étoile un jour, une semaine après, un mois après, etc., etc. Et c'est seulement quand on a accumulé beaucoup de mesures que tout d'un coup on se rend compte qu'on peut représenter ces mesures par une courbe régulière d'une certaine période. Après, le problème, c'est d'y croire. Est-ce qu'on y croit ou pas? Les idées sur la formation des planètes géantes, comme Jupiter, à l'époque, voulaient que ça ne pouvait pas avoir des périodes plus courtes que 10 ans. Système solaire, tout allait bien. Hein? Jupiter, 10 ans, Saturne, 30 ans, voilà, tout était bien.
Et là, tout d'un coup, on découvre un objet qui semblait avoir la masse à peu près de la moitié de Jupiter et qui avait une période de 4,2 jours, complètement anormale, 1000 fois plus court que ce que la théorie prédisait. Donc, doute, doute, doute. L'instrument, on est sûr très vite que ça marche bien, que c'est correct. Le problème, c'était l'interprétation physique. Qu'est-ce qui se passe ici? Et dans le doute, on dit on ne veut pas encore ajouter une fausse découverte à la liste très longue de fausses découvertes de planètes qui existaient dans la deuxième moitié du XXe siècle. C'était un sujet qui était un petit peu discrédité par ces fausses découvertes. Donc, on a essayé d'assurer. On a attendu la saison suivante où l'étoile était visible dans le ciel, répété les mesures, et à ce moment-là, en juillet 95, eh bien, on voit que le phénomène, à la même période, à la même amplitude, à la même phase, donc à ce moment-là, on y croit, et on se rue pour rédiger le papier d'annonce. Et qu'est-ce que tu as ressenti, tu t'en souviens? Donc avant, c'était surtout des doutes, pas des doutes sur la qualité des mesures, des doutes sur l'interprétation physique. Et quand on a confirmé, oui, on a festoyé lourdement avec Didier Queloz, on s'est acheté une tarte aux myrtilles, une bouteille de clairette de Die, et on a fêté l'événement. Et comment s'est passé l'après? Quelles ont été les conséquences de cette découverte sur le monde scientifique et sur ta vie? Alors, sur le premier moment, on ne disait rien. On était quand même conscient qu'il ne fallait pas trop ébruiter la donnée, parce que 4,2 jours, quelqu'un qui a un instrument adéquat, il a vite fait de trouver la même découverte. Et donc, on rédige, on soumet le papier, et dans ma naïveté, je contacte le journal Nature, qui me tape sur les doigts en me disant « Attention, vous n'avez pas le droit d'en parler aux journalistes. Et puis, par contre, aux scientifiques, vous avez le droit d'en parler. » Et il y avait une conférence en début octobre 95 à Florence, et là, on annonce la découverte. Et c'était comme dire, le bruit s'était déjà répandu et il y avait déjà des tas de télévisions, de journalistes dans la salle, donc c'était un jeu biaisé, complètement biaisé. Et la folie, c'est là qu'on a tout d'un coup réalisé l'impact que ça avait sur le grand public. Les grands journaux, mais vraiment des tout grands aux États-Unis, eh bien, faisaient leur première page sur cette découverte, avec aussi toutes des stupidités qu'on pouvait lire, certains collègues qui ne connaissaient pas de quoi on avait, qu'est-ce qu'on avait découvert. Ils étaient interrogés, mais ils ne savaient pas de quoi on parlait. Alors évidemment, ils disaient, est-ce qu'elle est habitable, pas habitable? Enfin, juste pour préciser, elle a plus de 1000 degrés, hein, cette planète, donc aucune notion d'habitabilité. Enfin, c'était intéressant. Et avec Didier, on s'est dit, OK, voilà, il se passe ça, on va courber les chines, on va faire ce qu'on doit faire au niveau médiatique, et puis d'ici 6 semaines, ben, tout le monde aura oublié, et puis on fera notre travail comme avant. Et en fait, ce qui s'est passé, ça ne s'est jamais calmé. Ça ne s'est jamais calmé, pourquoi? Parce qu'en janvier, le groupe californien annonce 2 planètes, etc. L'année d'après, c'est la plus petite. Après, c'est le système, dans un système de 2 étoiles, il y a une planète, etc., etc. La première planète rocheuse, la première ci, la première ça. Et voilà. Et l'intérêt s'est maintenu. Les satellites qui tout d'un coup découvrent les transits, etc. Maintenant, on a 5000 planètes. Donc, on voit que maintenant, c'est un big business. Alors voilà. Donc, l'intérêt du public s'est maintenu pendant tout ce temps-là. Ça évoque probablement des tas de choses pour les gens. Est-ce qu'il y a d'autres civilisations? Est-ce qu'il y a d'autres vies, etc. Alors ça, c'est les conséquences sur le monde scientifique. Et quelles ont été les conséquences de cette découverte sur ta vie personnelle? Alors, d'abord, immédiatement, quand on soumet à Nature, après on est un peu soumis à la règle de ces éditeurs qui nous envoient des épreuves à corriger. On a au maximum 2 semaines pour répondre, blablabla, etc. Donc, première conséquence, on annule les vacances de famille qu'on avait prévues en octobre. Voilà, ça c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, mon épouse me dit, d'accord, 1 ça va, mais pas 2. Voilà, etc. Voilà, donc incontestablement une grande pression. Une grande pression parce que le sujet est tellement intéressant, il y a tellement de choses à découvrir qu'il y a... C'est une pression qu'on se met nous-mêmes. C'est évident. Quand on ne connaît rien à ce domaine, question extrêmement naïve, hein, bien sûr, et qu'on entend parler de recherche d'exoplanètes, on peut imaginer qu'on observe ces planètes à la lunette, comme on pouvait le faire au siècle dernier, quand il s'agissait de découvrir les planètes de notre système. Évidemment, ce n'est pas le cas. Non, puis on est très loin. Il faut se rappeler, imaginons
qu'on soit à une certaine distance du système solaire. Il y a le Soleil qui éclaire des planètes. La plus grosse, c'est Jupiter. Et si on regarde, il y a un peu de lumière qui est réfléchie par Jupiter. 1 milliard de fois de moins que le Soleil. Comment dire, imaginez un phare de marine avec une luciole sur le bord du phare. Vous pourrez faire ce que vous voulez, vous ne verrez jamais la luciole. Donc c'est ça la difficulté de les voir. Alors maintenant, les physiciens, les astrophysiciens ont inventé des machines merveilleuses qui sont capables d'éteindre la lumière de l'étoile pour voir la planète qui est à côté. Mais en tout cas, l'œil humain, impossible, on ne les verra pas. Donc il y a d'autres méthodes pour les détecter, ces exoplanètes, 2 méthodes en particulier. Est-ce que tu peux nous les présenter, et de préférence pour qu'elles soient accessibles même à un enfant de 10 ans? Il existe de nombreuses méthodes pour les découvrir. Il y en a, je sais pas, au moins 5 ou 6. Mais l'essentiel a été découvert par 2 techniques. Une, elle est celle que j'ai déjà évoquée, à savoir celle que j'utilise, c'est mon hobby, c'est de mesurer les variations de vitesse des étoiles. Un spectrographe qui mesure via l'effet Doppler les variations de vitesse. Et puis après, par la loi de Kepler, on déduit la masse de la planète. Ça, c'est la première technique qui a donné, disons, grosso modo, 1 millier de découvertes de planètes. Et puis, comme on a découvert ces planètes qui avaient des périodes extrêmement courtes, très courtes veut dire très près de l'étoile, et donc la probabilité qu'il y en ait une qui fasse un éclipse, alors on parle de transit planétaire, mais en fait, ça veut dire qu'elle passe devant l'étoile, la luminosité de l'étoile baisse, remonte, périodiquement. C'est la méthode des transits. Alors, on en a découvert déjà depuis le sol, un certain nombre, et après, il y a des satellites qui ont été construits. Le satellite Corot en Europe, avec l'aide de la France, et le satellite américain Kepler. Des milliers de planètes ont été découvertes de cette manière, et actuellement, c'est ce qui fait qu'on en a 5000, quoi. Alors, à part ça, il y a d'autres techniques. On ne va pas les évoquer ici pour ne pas compliquer l'histoire, mais par exemple, on pourrait se dire, il y a des étoiles sur le ciel, s'il y a une planète qui tourne, non seulement sa vitesse varie, mais peut-être sa position varie. Voilà, on peut trouver d'autres techniques. Aujourd'hui, il y a des moyens énormes impliqués dans cette recherche. On l'a vu avec ces observatoires incroyables qu'on a pu visiter, qui nécessitent des budgets colossaux. Et on peut se poser la question, au fond, à quoi ça sert tout ça ? Qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça peut apporter à l'humanité, cette recherche des exoplanètes? Oui, ici, à l'ESO en particulier, mais c'est vrai aussi dans d'autres grands observatoires, il y a un nombre d'instruments qui sont développés dans ce domaine-là. Et si on était une poignée de personnes dans les années 80-90, maintenant, c'est des milliers de chercheurs qui travaillent dans ce nouveau domaine de l'astrophysique. Alors, on peut se dire pourquoi. Bon, en fait, le problème de l'origine du système solaire, l'origine de la formation de la Terre, du Soleil, etc., c'est une grande question, comment dire, qui dépasse un intérêt ponctuel de la science. C'est une question très fondamentale. Quels sont les mécanismes qui ont formé la Terre? À quelle époque, etc. Et puis, question suivante, auquel on n'a pas répondu encore. Enfin, d'abord une autre, est-ce que ces systèmes planétaires existent partout dans l'univers? Est-ce que c'est rare? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'ils sont tous similaires ou pas? Et puis la question suivante, la grande question suivante, eh bien, est-ce que certains de ces mondes ont des formes de vie? Et actuellement, on n'est pas encore à ce niveau-là, mais déjà de nombreux chercheurs construisent, rêvent d'instruments capables de détecter des signatures de la présence de la vie. Alors, il faut peut-être préciser un peu, qu'est-ce que c'est une signature? On ne va pas les voir, ces formes de vie. Par contre, on peut voir des conséquences chimiques, par exemple sur les modifications de la composition chimique des atmosphères, qui nous disent la vie s'est développée là-bas. En fait, ce qui se passe là derrière, c'est une énorme question. Quelle est la position de l'homme, mais déjà de la vie dans l'univers? Est-ce qu'elle a émergé d'une manière exceptionnelle en un point, ou est-ce qu'elle émerge chaque fois que les conditions physico-chimiques sont propices au développement de la vie? Alors ces conditions peuvent être énormes, température, masse de la planète, atmosphère, etc., champ magnétique, etc. Mais est-ce que dans ces conditions, la vie va émerger? Et quand on sait qu'il y a 200 milliards d'étoiles dans la galaxie, que l'immense majorité ont des systèmes planétaires, il y en aura toujours un énorme nombre qui sont avec toutes les bonnes conditions. Et donc, si on rêve un peu,
On se dit, ben oui, il y en a, la vie existe ailleurs. Actuellement, on peut le dire, on peut le rêver, mais ce n'est pas de la science. On peut avoir sa sentiment personnel, il doit y en avoir, mais ce n'est pas de la science. Donc la seule manière de faire, c'est construire des instruments pour la détecter. Et je suis assez confiant que dans la prochaine génération, on arrivera à répondre. Qu'est-ce que ces recherches nous ont appris sur notre propre planète? Ça y est, difficile à répondre à cette question, parce que ce que l'on a découvert, c'est que le système planétaire, le nôtre, le système solaire, n'est de loin pas le modèle unique qui existe dans l'univers. Il existe des planètes, déjà des hiérarchies planétaires très différentes, des orbites qui sont extrêmement allongées, alors que dans le système solaire, toutes les planètes un peu massives tournent en cercle. Il y en a qui sont extrêmement allongées. On trouve des planètes qui tournent en quelques heures autour de leurs étoiles, etc. Donc il y a une faune, une diversité des systèmes planétaires qui était complètement insoupçonnée. Juste peut-être pour situer, il y a des planètes comme Uranus et Neptune, sont des planètes formées de glace. On a découvert qu'il y avait la possibilité d'un mécanisme dit de migration, c'est-à-dire qu'à leur naissance, elles vont avoir une orbite qui spirale, elles se rapprochent. Si vous rapprochez de la glace de l'étoile, qu'est-ce qui va se passer? Ça va fondre. Donc, on prédit qu'il existe énormément de planètes océans. Ce n'est pas des petits océans comme le nôtre, des océans d'une profondeur gigantesque, comme ça. Voilà, il y a des planètes comme ça. Une planète rocheuse qui tourne en 3 heures autour de son étoile, eh bien, la température à la surface du rocher, de la planète, eh bien, est telle que les silicates, les roches, vont fondre. Donc, il existe des planètes de lave. Voilà, juste pour dire qu'il y a une diversité qui a été complètement insoupçonnée. Est-ce qu'il y a d'autres mondes qui étaient inimaginables avant et qu'on a découvert au fil de ces recherches? On a découvert des systèmes planétaires qui tournent, par exemple, quand il y a 2 étoiles. Alors, on trouve qu'il y a des planètes qui tournent autour d'une étoile. Ça doit être fabuleux d'avoir 2 soleils dans le ciel. Là. On connaît un système où il y a 3 étoiles. Puis, on peut rêver comme ça. On a ces découvertes de ces planètes avec une composition très particulière. Comment dire, voilà, il y a une faune gigantesque et je crois qu'une des conséquences importantes de la découverte de la première planète, 51 Pégase B, wow, drôle de nom, comment dire, eh bien, avec sa période de 4,2 jours, ça a stimulé la réflexion. Comment c'est possible? Et très très tôt après l'annonce, eh bien, des physiciens américains ont dit, voilà, mais c'est ça. Et ils ont décrit le mécanisme justement, qui montre qu'à la naissance des planètes, l'orbite évolue et elle se rapproche. On n'a pas de crainte pour nous, ça se passe tout au début, maintenant c'est stable. Quand tu as découvert cette première exoplanète, ça confirmait ces doutes qui existaient dans la communauté scientifique par rapport à l'existence d'autres planètes en dehors du système solaire. Là, c'est un peu pareil pour la vie, tu le disais tout à l'heure, on pense qu'il y a d'autres formes de vie, il y a de très fortes chances qu'il y en ait. Est-ce que la prochaine étape du coup, de cette recherche des exoplanètes, c'est la confirmation de ces doutes-là? Est-ce que ce ne serait pas l'équivalent de ta découverte de la première exoplanète, la découverte de la vie? La découverte de vie en dehors du système solaire, je pense, serait une découverte gigantesque. Philosophiquement, que la vie existe ailleurs. Et alors là, je crois qu'il est bon de préciser. Quand on parle de vie, ça peut être aussi, c'est même primordialement des unicellulaires. La Terre, pendant longtemps, n'a eu que des unicellulaires, des formes élémentaires de vie. Et après, pour des raisons diverses, ces unicellulaires ont trouvé que c'était peut-être meilleur de s'associer aux colonies, en organismes plus complexes, etc. Mais ce n'est pas nécessairement une vie comme on la connaît ici. Déjà, ça peut être beaucoup plus simple. Ce sera déjà très difficile déjà de prouver qu'il existe la vie plus évoluée, ça c'est encore plus difficile. Voilà. Donc ça, je pense au niveau philosophique, c'est important. Disons, il y a une forme que j'aime bien, qui est une phrase qui a été mentionnée par le prix Nobel de biologie Christian de Duve. Il parle d'impératif cosmique. Ça veut dire que dans le sens, la vie, c'est quelque chose qui se développe spontanément dans l'évolution de l'univers. On sait que l'univers a formé les éléments chimiques, quasiment tous. Il y a à part 2 ou 3, des éléments chimiques ont été formés au cours de la vie de l'univers, à l'intérieur des étoiles. Les molécules, les grosses molécules, se sont formées encore après.
etc. Et donc, on peut imaginer, et beaucoup de chercheurs pensent, que la vie, avec sa complexité énorme et tout, eh bien, c'est un phénomène qui se place dans cette continuité, et d'où ce terme que j'aime beaucoup d'impératif cosmique. Bon, il faut le prouver. Si une autre forme de vie intelligente observait la Terre avec les mêmes moyens que nous, qu'est-ce qu'il verrait? Alors, si c'est avec les mêmes moyens que nous, il ne verrait rien. Voilà, parce que voilà, il faut qu'on fasse des progrès de notre côté, comme ça. Alors maintenant, le problème, en quoi on trahit notre présence ici? Alors, il y a différentes choses. Il y a d'abord la composition chimique de l'atmosphère de la Terre. 20% d'oxygène. C'est complètement anormal. Pourquoi? Parce que l'oxygène n'a qu'une envie, c'est se lier avec des roches. Et donc, il y a déjà plus de 30 ans, des scientifiques ont dit, cherchons une anomalie de l'oxygène, comme il y a sur Terre. Pourquoi? Parce que l'oxygène, pour le former assez fort, assez vite, avant qu'il se lie avec les roches, il faut un mécanisme extrêmement efficace. Et jusqu'à preuve du contraire, le mécanisme le plus efficace, c'est la vie. C'est la vie qui produit cet excès d'oxygène. C'est ce problème de baignoire qui se remplit et qui se vide. Hein. On forme de l'oxygène et il se lie dans les roches. Donc il faut que ce soit très efficace. On connaît d'autres mécanismes, mais ils ne sont pas assez efficaces pour accumuler 20% d'oxygène. Voilà. Ça, donc après, il faut construire une technique, la spectroscopie. On va regarder si on trouve des signatures chimiques dans l'atmosphère qui nous disent qu'il y a beaucoup d'oxygène. On peut chercher, c'est plus difficile, on peut chercher du méthane, des oxydes d'azote. Voilà. Toutes des signatures qui nous disent que oui, probablement la vie. Alors on peut discuter longuement, mais ça devient un peu un discours de spécialiste. Pourquoi c'est des signatures? Est-ce que c'est vraiment des signatures non ambiguës, comme ça? Voilà. Donc ça, c'est un travail après de biologistes et de chimistes de se convaincre que oui, c'est le cas. Alors oui, quand on dit la vie, on est d'accord que je ne parle pas de personnes comme vous et moi. Hein. La vie, la plus grande partie de la vie sur Terre, c'était d'abord des unicellulaires, après des éléments extrêmement simples, de plus en plus compliqués, et puis l'homme est arrivé très tard dans toute cette histoire. Hein. Le système solaire, 4600 millions d'années. La vie apparaît environ la vie intelligente de l'homme apparaît dans le dernier million d'années environ. Donc on voit bien que c'est rien du tout par rapport à ça. Donc voilà, quand on vit, c'est quelque chose de beaucoup plus général que tout ça. Il y a des contraintes très fortes. On ne peut pas dire n'importe quoi sur la vie. Parce que évidemment, au niveau de la science-fiction, on a tendance à construire des images de vie incroyables et tout. Il y a des contraintes. Et la première, les formes les plus élémentaires de vie, c'est par exemple une cellule, une petite usine chimique qui se protège de l'environnement, qui échange de l'énergie avec son environnement et qui est capable de se reproduire et de dire à sa fille comment elle doit fonctionner, comment elle doit se protéger de l'environnement et comment elle doit encore transmettre le message pour fonctionner. Comment est-ce qu'on transfère toute cette information d'une génération à une autre? Eh bien, on n'a pas trouvé d'autre mécanisme que ce que la vie nous a montré, à savoir le code génétique, l'ADN. Cette longue chaîne d'atomes qui code la totalité de l'information, comment fonctionner, comment se reproduire. Et donc, ça, c'est extrêmement, utilitaire dans la manière dont on va chercher la vie. Pourquoi? Parce que le code génétique, en dessous, la chimie, je dirais, en dessous de moins 20 degrés, c'est tellement là, il n'y a rien d'intéressant qui se passe. Au-dessus de 120 degrés environ, le code génétique, la chaîne de l'ADN se casse. Donc, quand on dit que les astronomes cherchent des planètes où l'eau est liquide, puisque c'est à peu près la gamme où l'eau se trouve liquide, c'est une conséquence liée fondamentalement à ce que c'est que la vie. Et puis d'autres choses, pourquoi liquide? Parce que l'eau, c'est un solvant incroyable qui facilite les réactions chimiques. À ton avis, si on découvrait justement d'autres mondes habités, quel serait l'impact sur les religions, par exemple? Je ne suis pas sûr qu'il y aurait un impact si
J'ai eu l'occasion de discuter avec des théologiens de différentes religions. Par exemple, dans l'islam, ils ont dit on n'a jamais dit qu'il y avait qu'une vie. Donc pour nous, ça ne pose aucun problème. Le bouddhisme, inversement, dit il y a autant de vies qu'on veut, autant de Bouddhas dans l'univers. Le christianisme, on pourrait croire que la révélation, on a de la peine à voir qu'elle se fasse partout et tout. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois qu'il n'y aura pas un impact gigantesque sur la vie. Et puis sur l'impact du grand public, moi j'ai toujours une formule un petit peu qui ridiculise cet aspect sociologique. Je dis ça dépend si l'annonce est faite le soir de la finale du mondial. Les gens auront peut-être plus d'intérêt. Peut-être qu'il y aura quand même un impact. Non, je plaisante un peu. Mais comment dire, je ne sais pas si j'ai de la peine à évaluer l'impact de vie. D'autant plus si on avait la réponse qu'il y a une vie intelligente. Ça, c'est plutôt une autre forme de recherche. Ça, c'est des expériences SETI. C'est les gens qui cherchent dans l'univers des signaux émis par des civilisations intelligentes, techniquement avancées. Alors ça, c'est clair que ça aura un impact plus fort, parce que c'est quelqu'un qui cherche à discuter. Voilà. Donc ça, ce serait beaucoup plus fort. Mais autrement, vous avez une anomalie chimique dans une atmosphère. Philosophiquement, c'est gigantesque. Ça montre que la vie existe ailleurs, mais pour le grand public, est-ce que vraiment ça va trop empêcher de dormir les gens? Je ne sais pas. Et question corollaire, si on trouvait de la vie, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait communiquer? Est-ce qu'on pourrait rencontrer cette forme de vie? Alors, la vie détectée sous forme d'anomalies chimiques, c'est clair que ce sera très probablement, très probablement, une forme de vie qui n'a pas envie de discuter. Enfin, si c'est des algues ou des bactéries, c'est clair que voilà, la discussion est vite finie. Hein. À part ça, il y a un fantasme énorme, même si c'est des organismes complexes. Est-ce qu'on sera capable de discuter? D'abord, il y a un problème du décalage temporel, ça c'est un problème. Mais même, imaginons qu'on enregistre un signal compliqué. Il y a déjà depuis très longtemps qu'on a de fortes présomptions que les dauphins sont des formes de vie intelligentes. On peut enregistrer leur son, on voit une énorme diversité, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais discuté avec un dauphin. Alors on peut le dresser comme d'autres animaux, mais on ne peut pas comme ça. Donc il y a une certaine naïveté dans toutes ces recherches, comme ça. Alors par ailleurs, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, hein. C'est fondamental. Imaginez qu'on détecte un signal qui n'est pas émis par un phénomène naturel, donc un nuage qui a une certaine structure logique, etc., même si on ne le comprend pas, c'est gigantesque comme découverte. Ça, c'est les gens des expériences SETI qui écoutent le cosmos avec des radiotélescopes depuis plus de 50 ans. Ça se complexifie. C'est des scientifiques très sérieux. Hein. Ce n'est pas des rêveurs. Hein. Leurs expériences, c'est extrêmement compliqué et ils le font très bien. Le problème, quelle est la probabilité qu'ils détectent quelque chose? Hein? Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher. Voilà, c'est ça. Évidemment, si eux détectent un signal, je dirais entre guillemets, intelligent, le fait qu'on le décode ou pas, ce n'est pas important. Enfin, ce serait bien, mais comme ça, c'est clair que l'impact, alors là, serait gigantesque. Comme je dis, ce n'est pas important de décoder. Quand vous allez dans un site archéologique ancien, très ancien, et vous voyez une écriture du linéaire B, je ne sais pas quel type de forme d'écriture antique que vous ne pouvez pas décoder, bon, c'est frustrant, mais vous savez qu'il y avait des gens qui ont fait ça. Est-ce que tu penses qu'un contact est envisageable? Détecter à distance via la lumière, anomalie d'atmosphère, des choses comme ça, éventuellement un signal codé, ok. Mais aller les rencontrer, je n'y crois pas du tout. Alors on peut quand même faire des petits calculs d'ordre de grandeur. L'homme est allé sur la Lune, il a mis 3 jours. La lumière met 1 seconde. Prenons un cas très optimiste où on trouve une planète habitable, peut-être habitée, qui se trouve à quelques dizaines d'années-lumière. Dizaines d'années-lumière, c'est nos voisines les plus proches. Hein.
La galaxie, elle a 100 000 années-lumière. Donc, c'est vraiment nos voisins. Bon, voilà. Prenons une planète là. Eh bien, c'est environ 1 milliard de secondes. C'est beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, 1 milliard fois 3 jours, c'est beaucoup. Donc, évidemment, les optimistes, ils disent, il suffit d'accélérer. OK, la technologie des fusées aujourd'hui, etc. Ce n'est pas vrai. Parce que si elle met 50 ans pour venir à la lumière, ça ne sert à rien de gagner un facteur 2. Parce qu'1 milliard divisé par 2, ça reste trop long. Hein. Donc, il faut accélérer énormément jusqu'à approche de la vitesse de la lumière. D'abord, il faut le temps d'accélérer. Après, il faut décélérer. On ne va pas passer à la vitesse de la lumière à côté. Donc, ce n'est pas 50 ans, mais c'est un multiple de ça, de toute manière. Voilà. Et puis, ce que l'on sait tous avec notre voiture, c'est que quand on accélère, on brûle beaucoup de carburant. Et c'est la même chose pour les fusées. Pour accélérer, il faut beaucoup, beaucoup d'énergie. Et quand on accélère à la vitesse proche de la lumière, admettons que ce soit même possible, eh bien, c'est gigantesque. C'est des quantités d'énergie comparables à toute l'énergie que consomme la Terre en une année. C'est gigantesque. Très souvent, dans la presse scientifique de vulgarisation, on va dire, on nous annonce des découvertes de jumelles de la Terre. Et j'ai l'impression que pour le grand public, les exoplanètes peuvent constituer éventuellement des solutions de secours si jamais notre planète n'est plus habitable. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, je n'aime absolument pas cette idée parce que, comment dire, on a une planète qui est très sympa et qui, jusqu'à preuve du contraire, pendant encore 1 milliard d'années, est potentiellement habitable. Et donc, pourquoi d'abord ne pas soigner notre habitat? Donc, cette idée-là de ne pas la soigner et se dire on ira ailleurs, indépendamment de la faisabilité, ou plutôt de la non-faisabilité de cet aspect, eh bien, je pense que c'est choquant. Alors maintenant, si on reparle de l'aspect de la faisabilité, alors, il faut se rappeler que les distances sont tellement considérables. J'aimerais rappeler une chose, le vide incroyable qu'il existe entre les étoiles. Imaginez qu'il y a 200 milliards d'étoiles dans la galaxie, qui se déplacent toutes avec des orbites différentes. Après plusieurs milliards, 10 milliards d'années, il n'y en a jamais une qui collisionne. Les collisions dures, pof, pof, elles tapent, ça n'existe pas. Ça montre le vide entre les étoiles est beaucoup, beaucoup plus grand que l'on imagine. Alors, croire qu'on va pouvoir se déplacer pour aller sur pas même la plus proche, d'aller assez loin, c'est complètement faux. Les moyens techniques que l'on a ne permettent pas, et c'est pire que ça, ce n'est pas les moyens techniques, c'est la physique nous dit que l'on ne pourra pas, parce que l'énergie nécessaire pour accélérer et aller là-bas, eh bien, est beaucoup, beaucoup trop grande pour que ça puisse être possible. Alors on peut se dire maintenant, dans le système solaire, est-ce qu'on a épuisé notre recherche de la vie? Alors, il y a 50 ans, une telle phrase aurait été stupide. Et puis, maintenant, on se dit, bon, peut-être qu'il y a des possibilités. Il y a d'abord une possibilité qui a été mise en évidence par des sondes spatiales qui ont montré que le satellite de Jupiter, qui s'appelle Europa, a une banquise à sa surface. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une banquise? C'est une couche de glace sur un océan. À 5 fois la distance Terre-Soleil, Jupiter, l'énergie qu'il reçoit par mètre carré, c'est 25 fois moins que ce qu'on reçoit. Donc, normalement, tout ce satellite devrait complètement geler à cœur. Et néanmoins, il y a un océan liquide là-bas. Et c'est merveilleux. Personne n'y avait pensé avant. Oui, juste avant, il y a quelqu'un. C'est parce que les forces de marée, quand les orbites sont perturbées les unes les autres par les différents satellites, eh bien, vont pétrir ce satellite suffisamment pour chauffer l'intérieur et maintenir l'eau liquide. Alors tout de suite, on se dit, eau liquide, est-ce que la chimie de la vie n'a pas développé? Alors, ce n'est pas des choses évoluées, mais est-ce qu'il n'y a pas des unicellulaires là-dedans? Et plus récemment, Encelade, satellite de Saturne, donc à 10 années-lumière, 10 années-lumière, bon, pas 10 années-lumière, 10 unités astronomiques, c'est-à-dire l'énergie reçue là-bas est 100 fois moindre que sur Terre, eh bien là aussi, il y a des geysers. Il y a de l'eau qui gicle à des altitudes incroyables. Là, de nouveau,
Voilà. Est-ce que quelque chose d'intéressant s'y passe? Et puis revenons plus proche. Mars, la planète qui à certains moments est la plus proche de la Terre. Un gros rocher qui a perdu son atmosphère, mais où on sait que l'eau coulait il y a 3-4 milliards d'années. On voit encore les traces des rivières et tout. Il y a eu d'innombrables missions spatiales qui ont été regardées, les conditions physiques des argiles. Il y a des galets qui ont été roulés par l'eau, etc. On sait que l'eau coulait sur cette planète. L'eau coulait, il y avait une atmosphère, j'allais dire entre guillemets, avec un abus de langage, il faisait bon vivre là-bas. Et en fait, est-ce que la vie s'est développée? On n'en sait rien. Ça, c'est la motivation fondamentale de ces missions spatiales, année après année. Et alors, maintenant, on peut revenir, est-ce qu'elle existe toujours? Bon, en surface, non. On est d'accord qu'en surface, la vie n'est pas possible là-bas. Par contre, ce que l'on sait de la Terre, c'est qu'il y a des bactéries qui sont à des kilomètres dans des failles. Sur Mars, on sait qu'il y a de l'eau sous terre, qu'il y avait du volcanisme ancien, donc il doit y avoir de l'eau liquide dans les tréfonds de Mars, des failles probablement. Est-ce qu'il y a encore de la vie active, pas de la fossile, très profonde en Mars? On n'en sait rien. C'est fascinant. Peut-être qu'il n'y a pas besoin des exoplanètes pour répondre à la question de la pluralité de la vie dans l'univers. Donc si tu pouvais parler avec un des grands scientifiques de l'histoire, tu choisirais qui et qu'est-ce que tu aimerais lui apprendre en fonction de ce qu'on sait aujourd'hui? En fait c'est une question, c'est très difficile de répondre parce qu'il y en a tellement qui se seraient intéressés à ces questions. Je dirais, je serais plutôt intéressé à discuter avec un philosophe grec, 3e siècle avant Jésus-Christ, qui imaginait ce philosophe assis sur un caillou en train de manger des olives et qui écrit une longue lettre à un de ses autres philosophes pour discuter de la pluralité des mondes. Il n'a aucun moyen de l'étudier et il écrit une longue lettre où il exprime son intime conviction qu'il doit y avoir une infinité de mondes dans l'univers. Pouvoir lui dire, oui, tu avais raison. Voilà. Et puis, dans la même lettre, il dit, il doit en plus y avoir probablement une infinité de mondes habités, certains peuplés d'espèces vivantes comme le nôtre, certains ne le seraient pas. Il est capable de dire, oui, attention, il y en a qui ne doivent pas être convenables et tout. Donc, ce n'était pas des planètes, ce n'était pas aussi précisé que ce qu'on voit maintenant. Alors, ce serait intéressant de dire avec lui, de discuter avec lui. Ce philosophe, c'est Épicure. Ce n'était pas le premier. Hein. Il y avait déjà d'autres philosophes qui avaient discuté de cette hypothèse. Et c'est très intéressant de voir que ce n'était pas une spéculation philosophique basée sur rien. En gros, c'était la suite de l'hypothèse atomiste qui était présente chez les vieux Grecs, les philosophes grecs. Ils se disaient, si la matière est formée d'atomes, pourquoi la nature ne les aurait combinés que pour ne former qu'un seul monde? C'est remarquable, ça. Et se dit, il y a plus de 2000 ans, des gens évoquaient ce genre de démarche. Donc moi, j'aimerais bien discuter avec lui. Dernière question, ce sera un peu une question de conclusion. Là, au cours de ce tournage, on a pu discuter avec beaucoup de gens qui ont soit collaboré avec toi ou qui ont été tes étudiants, etc. Et tous t'admirent, t'adorent. Et je me demandais, toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu es le plus heureux d'avoir laissé aux générations suivantes Bon, évidemment, je suis heureux d'avoir mis les pieds juste dans un domaine qui était fascinant. Parce qu'il y a des gens, il y a quelque chose de totalement ingrat dans la reconnaissance des travaux des gens. Je connais des scientifiques qui font des travaux fabuleux, absolument fondamentaux, et il n'y aura jamais un journaliste qui ira discuter avec eux de ce qu'ils ont fait. Simplement, ben voilà, leur domaine, il est soit trop technique, soit etc. Donc, je suis très conscient de ce fait-là, comme ça. Et bon, ce que j'aime le plus, disons, c'est que j'ai de très bons contacts avec tous mes anciens doctorants. Voilà. Donc, c'est un plaisir, disons, d'arriver ici, de discuter. Il y en a plusieurs qui travaillent ici à l'ESO, comme ça, et de voir qu'ils ont fait leur chemin, et puis qu'ils sont aux commandes de certains instruments fabuleux et tout, voilà. Donc ça c'est un gros plaisir de pouvoir les rencontrer, de les retrouver ici, etc. Voilà, oui. Merci beaucoup.